Ici Pamela, vous êtes sur Radio Camping version courte. Nous avons créé ce format pour les plus pressés d'entre vous. Vous y retrouverez le concentré, le meilleur, la crème de l'épisode complet. Mais pour ceux qui ont du temps devant eux, je vous conseille vraiment l'intégralité de l'entretien, riche en infos et émotions. Bonne écoute! Bonjour Sébastien. Bonjour Johan. Bon, merci à tous. Merci Sébastien d'être dans ce nouvel épisode de podcast et de notre chaîne YouTube Radio Camping. Alors aujourd'hui, voilà, merci d'être venu et d'avoir accepté cette invitation que je t'ai formulée lors d'une soirée au salon Atlantica à Niort. Tout à fait. Voilà, donc merci d'avoir accepté. C'est vrai qu'on s'est vu au salon Atlantica et on a commencé à parler. Et en fait, j'ai vu tout d'un coup que j'avais fait un petit peu... Enfin, je m'étais beaucoup focus depuis ces premiers épisodes, là, depuis le premier, on est au 11e aujourd'hui, sur les nouveaux acheteurs. C'est vrai que, bon, moi j'ai tendance à m'occuper et à me focaliser un peu sur les repreneurs, parce que c'est souvent là où du coup on les accompagne sur la partie webmastering. Mais en fait, il y a tout un sujet qui est qu'en fait les personnes vendent, et il y a des personnes qui vendent, et c'est... Je trouve, et là on a commencé à en parler, je me suis dit, oh Sébastien, là on a plein de choses à faire et je pense qu'on a un épisode à faire sur la partie plutôt vendeur. Est-ce que c'est un tabou? Est-ce que c'est un sujet? Comment on peut l'analyser? Quand c'est qu'il vaut vendre, etc. J'ai eu plein de questions qui me sont venues à ce moment-là. Oui. Voilà, et donc l'idée de ta venue, elle est surtout celle-ci, mais tu vas te présenter et on va parler de plein d'autres sujets, j'en suis sûr. Donc pour toi, comment on prépare une vente de camping? Il faut premièrement être motivé. On fait le même tri par rapport à nos acheteurs. Nos acheteurs peuvent venir avec 2-3 millions d'apports. S'ils ne sont pas motivés, on ne fera pas de transaction. Si l'acquisition d'un camping, c'est une idée qui leur passe dans la tête et que cette acquisition pourrait être sur un autre bien, généralement on ne va pas y arriver, c'est quand même assez particulier un camping. Donc il faut des personnes motivées de part et d'autre, y compris côté vendeur. Donc des fois on a des personnes qui nous consultent pour connaître le prix. Alors on dit quel est le prix, d'ailleurs je tiens à rappeler que le prix que l'on donne est le prix à l'instant T. Dans un an ça sera plus, dans un an ça sera moins, ça dépend de la conjoncture. J'ai des personnes des fois qui m'ont dit on a réussi à vendre le prix qu'on voulait, c'est-à-dire plus cher que ce que vous nous l'avez évalué il y a 3 ans, mais il y a 3 ans. Les choses ont évolué, bien sûr. Et puis, si le chiffre d'affaires monte ou si le chiffre d'affaires descend, c'est sûr que ça change quelque chose, ni plus ni moins. Aujourd'hui, le marché est bon, mais c'est très simple. Si le prix est hors marché, ça passe pas. C'est aussi simple que ça. Alors, des fois, on me dit, mais combien de temps il faut pour vendre une affaire? C'est très simple. Le temps, le prix. Le prix, le temps. Voilà, si le prix est trop important, bonne nouvelle, on vendra, mais en 2025, 2026, qui sait, je ne sais pas. Donc on est là pour aiguiller au niveau du prix. Bien sûr qu'on n'est pas là pour essayer, parce que je ne fais pas le marché, on n'est pas là pour essayer de le caler au prix le plus bas que... Voilà, parce que de toute façon, le vendeur va vite s'en apercevoir que s'il y a 10 visites et que tout le monde veut acheter, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Bon. Mais le prix, c'est la motivation. Si on dit que ça vaut 100 et que le client en vaut 110 ou 115, on va prendre puisque ça reste tout à fait cohérent et voyons voir comment le reste va se dérouler. Mais si on dit que ça vaut 100 et que le client on dit non, j'en veux 130 ou 140, non, je suis désolé, on ne se trompe pas de 30 ou 40% lorsqu'on a l'habitude d'en vendre. Pour nos vendeurs, la réponse est oui. D'ailleurs, certains savent qu'on leur a écrit en ce sens il y a peu de temps en leur expliquant le marché est bon, la saison a été bonne, attendez pas d'en faire une mauvaise pour vendre, parce que des fois, il y en a qui disent mais là, j'ai fait une bonne saison, je vais encore en faire une. S'il y a une vraie motivation derrière pour vendre, il faut y aller. Je rappelle aussi qu'une retraite, ça se prépare. On n'est pas obligé d'attendre que la cloche sonne pour partir à la retraite. Ça peut se faire jusqu'à 2 ans en avance. Donc tout ça, c'est possible. C'est une question d'opportunité. Or, le marché est bon aujourd'hui, la demande est très forte et les taux d'intérêt sont encore bas. Mais en 6 mois déjà, mais qu'est-ce que je dis, en 4 mois, ça a déjà énormément changé au niveau des taux d'intérêt. Et on sait que dans les prochaines semaines à venir, ça va changer aussi. Alors je dirais que tant qu'on est sur des crédits qui sont à hauteur de 5% maximum, tout se passe bien.
Mais si, Ah comme oui. en 2008, ça commence à dépasser les 5, en 2008, on a fait des financements, le premier semestre 2008, qui était un petit peu en surchauffe à l'époque, avant que ça ne clash, comme on le sait, on était monté à 6, 6,5. Là, ça commençait à faire lourd. Ça veut dire que pour l'acquisition d'une même affaire au même prix, il faut que l'acquéreur ait un apport plus important. Or, plus on monte dans l'apport, plus le nombre de clients se réduit. Et plus le nombre de clients se réduit, c'est le marché, plus il va y avoir une négociation. Bon. Mais pour l'instant, ne parlons pas de tout ça. C'est bon. C'est le moment de le faire. Donc n'attendez pas, comme je dis, de faire une mauvaise saison. Quand on a eu, et on a tous souffert, je tiens à le préciser, le Covid, on ne savait pas trop où on allait. Voilà, le camping, et c'est une joie pour nous, le camping a démontré sa résilience au Covid. Et ça, les clients le savent. Donc c'est une très bonne chose. Bon, après, je vous dis, il faut avoir la motivation, parce que si on vend son camping en se disant par pur opportunisme, sans savoir ce que l'on fait derrière après, on risque de se rétracter, et cette mise sur le marché, se rétracter, c'est pas spécialement une bonne chose. Précision, puisque j'en étais là-dessus, c'est qu'il faut savoir ce que l'on fait après, pour connaître sa propre fiscalité, pour savoir comment on vend. Est-ce qu'on vend les titres de ces sociétés, ou est-ce qu'on vend les actifs de ces sociétés? Ça, c'est vraiment la chose dont on discute perpétuellement avec les vendeurs. De quoi ils me parlent? Et c'est très important. Et pour pouvoir les renseigner là-dessus, on a besoin de savoir si, une fois vendus, ils conservent une activité commerciale, ou est-ce qu'ils partent à la retraite, est-ce qu'ils partent à l'étranger, est-ce qu'il y a d'autres choses? On a besoin de savoir ça, de quoi ils se mêlent. Non, mais on a besoin de le savoir pour pouvoir conseiller et de dire, dans cette hypothèse, il est préférable que vous vendiez vos parts, ou dans cette hypothèse, il est préférable de vendre vos actifs. C'est quoi la différence? Parce que le camping mur et fond sont vendus dans les deux cas. C'est juste une... Alors, c'est quoi la différence? Imaginons, on prend une affaire, je dis en toute propriété. Le fonds de commerce d'un côté, les murs, on a la toute propriété. Sauf que le fonds de commerce est la propriété, proprement dit, d'une SARL ou d'une SAS, bref, d'une société, et l'immobilier, lui, est propriété d'une SCI. Bon. Donc, d'un côté, j'ai les sociétés, et de l'autre côté, la deuxième possibilité, c'est de vendre les actifs de ces sociétés. C'est-à-dire, la SARL va vendre son fonds de commerce, son actif, et la SCI va vendre son immobilier. Ou alors, on vend je garde la société. la SCI. Voilà, donc la question c'est, est-ce que je vends les parts, les titres, ou est-ce que je vends les actifs? Ça, c'est la grande question à se poser. Et cette question, elle est énorme, parce qu'il y a une fiscalité côté vendeur, mais il y a aussi une faisabilité. Donc, notre plus gros problème à nous, ce sont ces campings pour lesquels des montages ont été élaborés il y a des années de ça, c'est-à-dire avec des sociétés qui sont propriétaires d'un bien, dont le montage est dit une société, on va dire SAS de nos jours, qui a le fonds de commerce d'un côté, les murs, mais tout ça dans la même société. Et on dit, voilà, il faut vendre la société. C'est très bien fiscalement, mais il y a un gros souci, c'est qu'il faut passer au financement. Et là, il suffit de se renseigner. Alors, jamais avec son banquier principal. Avec son banquier principal ou le banquier du coin, tout est bon, il n'y a aucun souci. Okay, voilà. Bien évidemment, voilà. Si un jour vous rentrez dans une banque en disant je veux faire un prêt, ah non, on ne fait pas de prêt. Non. Donc c'est toujours bon avec eux, il n'y a aucun souci. Mais lorsqu'on va discuter avec des personnes bien informées, alors il y a les comptables, il y a certains comptables que nous connaissons tous qui sont très bien informés, il y a aussi les courtiers que nous connaissons aussi qui sont très bien informés, ils vont vous dire attention, en cas de cession de parts sociales, les crédits ne sont pas du tout les mêmes, parce que les garanties ne sont pas les mêmes chez les banquiers, et donc on va demander des apports qui sont beaucoup plus importants. Et on revient sur la case départ, à savoir plus l'apport nécessaire pour acheter une affaire est important, plus le marché va jouer en défaveur du vendeur. Voilà. Si demain, pour acheter une affaire qui vaut 100, il suffit d'avoir, alors on sait qu'en règle générale, voilà, il nous faut un 30-35% d'apport sur 100, pour une affaire en toute propriété. Si demain on vous dit, tiens, maintenant les banques prêtent pour l'acquisition d'entreprises commerciales camping sur 25 ans, bah, tout d'un coup, il ne faut plus que 20%. Si demain les banquiers nous disent, mais non,
et c'est le cas lorsqu'on cède des titres sur une société qui devient les actifs fonds de commerce d'un côté, mur de l'autre, on va financer sur 10 ans maximum, et pas 15, et ben, c'est plus 30 ou 35 qu'il faut monter, c'est 40, 45, voire 50%, même dans certains cas, d'apport. Et ça change tout. Alors, tu parlais tout à l'heure de 30 à 40% pour acheter un camping d'apport personnel. Moi, j'avais plutôt entendu parler 50%, mais comme tu disais, ça dépend vraiment de son modèle. Fonds de commerce, c'est 50%. D'accord, ouais. Il faut avoir 50% du fonds de commerce pour acheter le. D'accord. Pour les non-professionnels, si tu as déjà 3 campings, tu achètes un fonds de commerce, je pense que ta 4e affaire, je pense que le banquier, bien sûr, va t'aider. Moi, je parle encore une fois sur le standard. Le standard, c'est le client qui va devenir professionnel. Donc, on sait qu'il faut tabler sur du 50%. Et quand je dis 50%, c'est 50% du prix. On sait qu'il y a des frais derrière, de transactions, de notaires qui viennent se greffer à ça. Donc, il n'a jamais vraiment 50% non plus. Tu vois, voilà. Et après, donc du coup, là, c'est le fonds de commerce. Et sur le foncier, il faut à peu près avoir du coup moins 20%, vu que du coup, il y a l'hypothèque du foncier. Donc, les montants sont plus importants, mais les crédits, on revient à ce qu'on disait, sont aussi plus importants, donc en durée. On a la capacité de réduire le curseur. Maintenant, si tu as un vendeur qui, sur une valeur 100, dit le fonds de commerce, je le vends 60 et les murs, je le vends 40, ça va basculer le curseur. On est plutôt sur l'inverse, on est plutôt sur un tiers fonds de commerce, 2 tiers murs, ou dans certains cas 60-40, mais on est plutôt là-dessus, en faveur de l'immobilier. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut... et ça, c'est vous qui le définissez, c'est vous qui faites des estimatifs et qui dites, ou alors en fonction de la fiscalité aussi du vendeur, vous adaptez selon, parce que j'imagine aussi qu'il y a des moi, différences. Je décide de rien. Ouais. C'est ça souvent. On a l'impression qu'on donne un prix, quand elle a décidé, mais je décide de rien. Je constate le marché. On va bientôt, l'année prochaine, certainement début au milieu d'année, on aura vendu notre 700e camping. Bon, donc on sait un petit peu, plus tous ceux qu'on a vus au fil du temps, on sait un petit peu ce que ça vaut. Mais on n'est pas là pour décider. On est là pour dire, voilà ce que l'on sait, voilà comment ça se passe, voilà parce qu'on est du début jusqu'à la fin. On voit les transactions qui aboutissent et celles qui n'aboutissent pas, et on essaye de comprendre pourquoi. Mais au niveau des évaluations, d'ailleurs, on ne donne jamais un prix, on donne une fourchette de prix. Alors si je vous dis que ça vaut 100 ou 150, c'est ridicule. Donc on va dire ça vaut 100, 110. On va laisser une fourchette de 10% et on discute. Il faut comprendre aussi, le vendeur doit comprendre aussi qu'on n'est pas là on ne joue pas contre lui. C'est lui notre client principal. C'est avec lui qu'on a un contrat de mandat. On travaille pour lui et que bien sûr on a exactement les mêmes intérêts. Et on n'est pas là pour baisser les prix. On est là pour coller à une réalité qu'on connaît, qui est la réalité du marché. Du coup, quand ils vendent, c'est aussi parce que le prix, on a dit, avait augmenté avec la tendance du marché, mais aussi qu'ils ont optimisé souvent leur terrain, et après aussi qu'ils ont payé des traites, donc du coup qu'ils ont un apport plus important pour partir sur un nouveau projet, c'est bien ça? On le calcule par rapport au temps qui reste à travailler. C'est-à-dire, on se dit, voilà, est-ce que j'ai le temps de vendre pour reprendre quelque chose? Et puis certains vont dire, qu'est-ce que vous avez? Bon, il n'y a rien qui m'intéresse. Bon, il reste 5 ans. Est-ce que ça vaut la peine que je bouge? Bon, là, c'est au vendeur de le savoir. Mais on va le calculer par rapport à ça. Et puis, tu as aussi des personnes qui sont très bien dans ce métier, mais qui vont se dire, la façon dont je travaille, il y a des choses que j'aime plus. Et donc, je veux changer. Voilà, je veux travailler de manière différente. Bon, je travaillais peut-être avec des locations à la semaine sur du locatif, et donc de la clientèle touristique, et maintenant je veux plutôt travailler sur un camping de résidentiel. Tout le monde cherche un camping où il n'y a pas de restauration, puisque ça c'est... Si on pouvait avoir un camping qui fait que du camping, avec des campeurs qui payent rubis sur l'ongle et que tout se passe bien et qu'il n'y a jamais de tracas, ça serait fantastique. Donc tu as des personnes comme ça qui vont vendre souvent pour acheter quelque chose qui est différent dans le mode de gestion. C'est professionnel. Bon, alors c'est amusant parce que c'est pas facile d'acheter son premier camping. Je crois que c'est encore plus dur d'acheter le deuxième. Parce qu'on sait ce qu'on veut plus, surtout, et puis au final, on cherche toujours à peu près la même chose. On a toujours cette déformation. Donc on est encore plus exigeant et on sait pour le coup tout analyser, et le moindre truc, on voit son outil de travail. On vient s'aérer un petit peu quand on change de région, qu'on se donne un nouveau challenge, et pas forcément rester 20 ans
dans le même camping. Bon, si on y est bien, encore une fois, c'est une question de motivation, il ne faut pas hésiter. Mais voilà. Et puis après, tu as de moins en moins, alors qu'il y a eu toute une vague à une certaine époque de ces propriétaires créateurs de camping qui ont transmis le camping aux enfants. Bon, maintenant les enfants partent à la retraite. Voilà, on a vraiment une vague, c'est assez phénoménal. Et nos nouveaux acheteurs aujourd'hui ne pensent plus du tout, ils pensent qualité de vie bien sûr, tout en sachant qu'il va falloir travailler, mais ils ne pensent pas du tout spécialement à est-ce que les enfants vont continuer, vont reprendre. Ils savent très bien que les enfants peuvent très bien suivre une voie tout à fait différente. Et après, donc sur la partie opérationnelle, comment bien préparer son camping? Donc on en parlait tout à l'heure pour justement qu'il n'y ait pas de tension ou que ce soit le plus explicite ou qu'en tout cas le produit soit conforme aux attentes des acheteurs. Voilà, est-ce que tu as des petites astuces là-dessus, des conseils? Alors, il faut, comme beaucoup de choses, il faut se renseigner et ne pas prendre qu'un seul avis. C'est-à-dire, il ne faut pas avoir peur d'en discuter avec son comptable, qui aura son avis. Nos avis sont souvent divergents avec les comptables. Alors j'entends les comptables, on sait qu'il y a des comptables aujourd'hui qui sont très spécialisés dans l'HPA, il n'y a rien à dire, on est sur la même longueur d'onde. Mais le comptable d'une petite ville qui a un propriétaire de camping, en portefeuille, n'a pas forcément la notion précise de combien vaut l'affaire. Mais il est toujours intéressant, sans parler du prix, le comptable n'est pas forcément là pour parler du prix, bien sûr, mais d'expliquer au niveau de comment ça va se passer, des investissements qui ont été faits et qu'en cas de revente tout de suite, tu peux avoir une problématique sur la TVA, par exemple. Bon, tu peux avoir aussi une problématique sur une volonté de la part du vendeur de transmettre son patrimoine, et ça, il ne faut pas en discuter forcément tout de suite après la vente, il faut aussi en discuter avant. Donc son comptable que l'on connaît depuis 10-15 ans, il faut pas hésiter à prendre son avis. Ça, c'est une chose. Bon. Après, si on a un avocat ou un notaire qui nous conseille, un notaire de famille, je dirais, ou un avocat qui conseille depuis des années, il faut aussi prendre son avis. Bon. Et après, nous intervenons pour dire, nous, voilà ce que l'on pense par rapport au marché, par rapport aux produits, par rapport au bilan, de qu'est-ce que l'on peut faire. Nous, ce que nous savons, on est en étroite relation avec le monde bancaire. Parce que toi et moi, on peut décider, des fois je dis aux vendeurs, mais vous savez que vous avez une idée du prix, bien sûr. Bon, moi j'ai une idée aussi, c'est pas la raison pour laquelle vous m'avez fait venir, mais il y a aussi l'acheteur. Bon, et c'est quand on aura l'acheteur qu'on saura comment on va se mettre d'accord. Et ça sera le marché, le vrai marché. Bon. Mais on oublie quelqu'un, c'est le banquier. Voilà. Si je dis à quelqu'un, pour acheter votre affaire qui est à valeur 100, il faut 30 d'apports, ou 35, on va dire 35 d'apports, très bien, mais que demain les banques ne prêtent plus, ça serait une catastrophe, mais c'est quand même arrivé dans l'histoire il n'y a pas si longtemps, hein, en 2008, pendant plusieurs mois, il n'y avait pas un centime qui sortait des banques. J'espère qu'on ne va pas refaire l'histoire, mais c'est quand même quelque chose qui arrive. Donc on est lié aux banquiers, et on sait aussi qu'il y a des banquiers qui sont d'accord, et ça va revenir, ça commence à revenir, dire, on est d'accord pour financer, mais pas à ce prix-là, parce qu'on sait qu'il y a une surenchère. Bon. Et que nous, on a des coefficients, parce que le banquier, c'est pas là, il n'y en a pas non plus 200, des banquiers. Ils ont des statistiques, ils ont des ratios. Donc, il va y avoir un arbitrage qui va s'opérer, et il y a un acteur qu'il ne faut pas appliquer, c'est la banque. Sur la partie du coup purement opérationnelle, qu'est-ce qu'il faut? Il ne faut pas cacher un liner qui est découpé, il ne faut pas montrer des canalisations en disant je ne sais pas où est-ce qu'elles sont, mais elles sont en bon état. Qu'est-ce qui se passe alors sur place? Il faut en discuter avec son confesseur, c'est-à-dire son agent immobilier. Il ne faut rien nous cacher à nous. Pourquoi? Parce que je te parlais tout à l'heure, j'ai pas 5% de mes dossiers qui cassent, mais ça c'est quand on a signé le compromis de vente. Par contre, on a pas mal de dossiers qui cassent, parce qu'entre le moment où l'acheteur veut acheter et le moment où on va finaliser le compromis, je te rappelle qu'il peut quand même se passer du temps. Là, on a signé ce matin une affaire en Bretagne dont les points étaient d'accord fin juin. Alors, qu'est-ce qui se passe entre-temps? Il y a juillet-août. Les vendeurs ne sont pas spécialement disponibles pour tout ça. Et puis, quand tout ça redémarre sur le mois de septembre, eh bien, il y a des contrôles à opérer, il y a un certain nombre de choses à faire qui font que
Alors, on ne fait pas tout à l'avance non plus, hein, parce qu'il y a des contrôles qui se périment, mais il faut lister tout ça, on le fait, et il faut préparer tous ces contrôles. Puis après, il y a les notaires, les rédacteurs qui sont surbookés. Parce que le marché immobilier, il est ce qu'il est, et que parfois aussi, on dit tiens, je vais aller voir mon notaire de famille pour aller céder mes parts de société, c'est pas forcément la bonne idée. Et d'ailleurs, lui, il va pas le dire, parfois ils le disent. Waouh, moi notaire, j'ai pas fait de camping depuis Mathusalem, et deux, cession de part sociale, je préfère vendre mes petites fermes et mes petites maisons, je sais où je vais, et là vous m'embêtez avec les parts de société. Donc parfois on n'est pas le bon interlocuteur aussi, mais le vendeur ne veut pas en démordre, parce que c'est le notaire de famille, mais c'est pas le bon interlocuteur. Et on perd un temps absolu. D'ailleurs, je sais qu'il y a des experts comptables, des agents immobiliers, des courtiers, des avocats spécialisés dans le camping. Est-ce qu'il y a des notaires spécialisés dans le camping? Oui. D'accord, bah, je ne savais pas. J'en connais. Bah, tu me diras, parce que ça pourrait être intéressant de faire venir un notaire spécialisé dans l'HPA. Ils ne sont pas décrétés spécialistes, c'est qu'on les a revus sur plusieurs dossiers au fil du temps, ça s'est très très bien passé. On a fait une transaction dans le Gers avec un notaire qui est un très bon intervenant et de bons conseils. Et on a fait une transaction où on a réussi à le faire dans un temps record parce qu'il y avait une nécessité de le faire, et donc comme il savait où il allait, il posait les bonnes questions, et on avait les bonnes réponses, ça s'est bien passé. J'en reviens à ce que tu me disais au niveau des vendeurs. Il ne faut pas cacher des choses, parce que au moment où nous-mêmes, agences, allons le découvrir, ce fil très fin qui est la confiance qu'un acheteur doit avoir avec son vendeur, ça casse. Et quand ça casse, on peut faire ce qu'on veut, c'est plus une question de prix, hein, c'est fini. Donc ça, c'est dommage. Alors que nous, on est là pour régler les problèmes. Voilà, moi, je connais pas de vrai problème s'il n'y a pas de solution. Un problème, c'est une solution. Bon, donc, mais il faut qu'on le sache à l'avance. Voilà. De savoir qu'on a un problème sur son système autonome de traitement des eaux usées, donc d'avoir fait ce qu'on a fait venir le SPANC, hein, la société qui s'occupe des assainissements non collectifs, alors qu'on sait qu'on va avoir un problème, et de penser qu'on va sortir le document la veille du compromis, c'est une catastrophe. Cherchez pas, c'est mort. Le client, il voit ça arriver au dernier moment. Oh, mais ça coûte pas cher, il est juste pour 30 000. C'est fini, fin de transaction. Il faut parler de tout ça avant, et il faut qu'on liste tout ça avant, que ce soit fait en amont, et à partir de ce moment-là, on saura très précisément comment mener sa barque pour que la transaction aille jusqu'au bout. Sachant que pour tous ceux qui pensent qu'on va pouvoir vendre en l'état, c'est-à-dire non, vous prenez l'affaire dans son état, mais ça c'est une catastrophe. Il suffit que l'acheteur lève le petit doigt devant le juge après en disant je ne savais pas ce que j'avais acheté, mais je vous le garantis, messieurs les vendeurs, c'est une catastrophe. Non, moi, nous, en l'état, c'est pas des pros, quoi. C'est pas des particuliers, quoi. Je connais des affaires où tu parlais. Non, c'est pas les 2/3 des affaires qui se passent mal. Il y a toujours des tensions, c'est normal. Le vendeur vend, on vend qu'une fois, hein, et on vend une entreprise, si on la détient depuis 20 ans, on comprend l'aspect sentimental qu'on peut avoir avec des clients, comme je l'entends souvent. C'est plus des clients que j'ai, ce sont des amis, et ça, c'est naturel. Et puis pour l'acheteur aussi, il faut voir le stress. Hein. L'acheteur, c'est une famille, en règle générale, qui va, encore 50% des transactions, hein, alors 50%, ça veut dire, je ne sais pas trop, mais grosso modo, la moitié des transactions se font encore avec des particuliers qui viennent dans le métier. Hein. Bon. Ça s'est de plus en plus professionnalisé, mais dans les années 2000, on était peut-être à plus de 60%, mais aujourd'hui, même s'il y a beaucoup d'institutionnels qui acquièrent des campings nouveaux et des professionnels qui ont vendu, rachètent une affaire, ou des personnes qui ont géré et qui achètent leurs premières affaires, on a quand même un pack important de 50% de non-professionnels, de profanes, néophytes, qui viennent acquérir une affaire. Bon, ces gens-là, il faut les aider. Et on est là pour ça, et il faut absolument qu'on ne leur cache rien, parce que si on vend dans l'état et que la personne se sent flouée, c'est important, il y a toute une famille qui passe en reconversion là-dessus, je vous garantis qu'ils vont lever le petit doigt, ils vont en procédure, et si ça n'a pas été fait dans les règles de l'art, le vendeur va prendre cher. D'accord. Sébastien, on se voit très vite au 7. Et, au 7, autour d'une bière, comme la fois dernière, et... ben voilà. Et je te dis un grand merci à toi, Yoann. Merci Sébastien, à bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.
Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le partager sur vos réseaux sociaux et vous abonner à la chaîne pour être notifié des prochaines vidéos. Un petit commentaire pour la force et rendez-vous autour de la piscine pour un geek tonic.